que Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Édouard Philippe. Est-ce qu'il va y avoir une alliance des figures de la droite au sein de la Macronie pour peser en vue de 2027 ? Ah, je crois pas. Je crois pas. Non, mais c'est normal que à partir du moment où c'est l'inconvénient ou l'avantage du système, à partir du moment où Emmanuel Macron ne peut pas se représenter dans 5 ans, tout le monde va gamberger pendant plusieurs années pour savoir qui peut être le successeur. Et Édouard Philippe est effectivement un de ceux qui a la carrure pour l'être. Donc c'est normal. Un de ceux ou celui pour vous ? Je pense que c'est celui qui a le plus la carrure pour effectivement ce poste-là. Il l'a montré à la tête dans des circonstances vraiment extrêmement compliquées pendant le Covid. Il a montré que c'était un homme d'État. Ça sera le dernier mot. On va finir là-dessus. Pas mal comme dernier mot. Mais c'est pas mal pour vous. Merci Emmanuel Capu d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans 20 minutes, on va reparler du pouvoir d'achat. Évidemment, le gouvernement a donné de nouvelles précisions hier sur ces mesures. On va y revenir et on va y revenir également avec l'invité qui vous succède, c'est Alexis Corbière. Direct, Alexis Corbière qui s'installe. Bonjour Alexis Corbière. Et bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité politique, mais ça va et vous ? Oui, bien. On est au mois de juillet. Il fait chaud, c'est la canicule. Vous êtes député il y a du travail, mais en même temps, il fait beau. Vous êtes député La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Fabrice Vessaredon du groupe EBRA. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci d'être là. On a beaucoup de sujets à voir avec vous, évidemment, Alexis Corbière. Et d'abord, cette motion de censure que vous avez déposée la semaine dernière et qui sera donc débattue cet après-midi à 16h dans l'hémicycle de l'Assemblée. Ce n'est pas une motion de censure, mais une motion de posture. Ce n'est pas moi, c'est Olivier Véran qui dit ça. Est-ce qu'il n'a pas raison ? Vous l'avez déposé avant même le début du discours d'Elisabeth Borne. Précisément. C'est ça que devrait écouter Olivier Véran, mais comme toujours, lui, il attaque sans rentrer dans le fond. Il y a deux manières d'aborder le discours dit de méthode que fait Mme Borne. Certes, le contenu, nous le critiquons. Mais avant même qu'elle ait fait son discours, elle avait annoncé qu'elle n'appellerait pas les députés à faire un vote de confiance. Et nous qui voulons, je vous l'ai déjà dit ici, et ça a été dit par tous mes amis, reparlementariser la vie politique, considérant que pour la première fois, certes, le président de la République a été élu, mais ses amis n'ont pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc il va falloir discuter. Et ça devient le nouveau lieu de pouvoir, majorité Assemblée nationale, y compris le Sénat. Donc c'est passionnant, parce qu'on peut commencer à sortir de cette culture de l'ultra-présidentialisation. Bon. Dans ce cadre-là, une chef de gouvernement qui vient dans l'Assemblée nationale et qui dit je vais parler, mais quoi qu'il en soit, une fois que j'aurai terminé, je ne soumettrai rien au vote, cela ne nous va pas, parce que c'est en quelque sorte tordre le bras aux députés, à la représentation nationale. Donc ça déjà, et c'est une question là, puisqu'on parle méthode contre méthode, jamais nous n'accepterons que quiconque exerce le pouvoir dans le pays avec pour seule légitimité le fait qu'elle ait été désignée par le président de la République. Mais là, est-ce que vous n'allez pas lui donner la légitimité, puisque votre motion de censure, sauf énorme surprise, sera rejetée, ça ne passera pas. Est-ce que c'est pas vous qui allez lui offrir cette légitimité cet après-midi ? Mais comment ? Je suis toujours surpris par ce type de question. C'est la moindre des choses de vérifier qui est favorable ou qui n'est pas favorable à ce qui est proposé. Enfin, connaissez-vous un système démocratique où vous avez une élection qui désigne un président au mois d'avril, puis après qui désigne, certes il a pris du temps, une chef de gouvernement, des élections ont lieu, elle n'est pas majoritaire, mais elle reste en place. Et tout continue comme avant. Et alors que c'est tout de même singulier dans la vie politique, ça veut dire quelque chose. Comment dirais-je, les Français qui nous regardent quand ils votent, il faut que ça ait du sens. Parce que si, culturellement, idéologiquement, on habitue les Français à quel que soit ce que vous votez, ça continuera comme avant. Il y a un gouvernement, il n'est pas majoritaire dans les urnes, il continue comme avant. Eh bien, ce n'est pas bon. Vous venez d'utiliser le mot système. Est-ce que c'est le système qui vous pose problème ? Est-ce que vous êtes anti-système, Alexis Corbière ? Il y a deux questions. Ouais. Premièrement, je suis contre les institutions de la Ve République. Je pense que, comme professeur d'histoire, en 58, elles naissent dans un moment très particulier. On vient de fêter les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, qui est un moment de crise politique où un homme, le général de Gaulle, auréolé de son rôle durant la Seconde Guerre mondiale, vient dans un coup de force et modifie des institutions. Ouais. Bref, vous connaissez notre discours. Je suis pour passer en 6e République, pour rester fidèle à la République. Parce que moi, j'aime la République, mais la République qui exprime la souveraineté populaire. Bon, ça... Donc je suis contre ce système. Après, je suis contre le système économique à l'heure actuelle qui existe, qu'on appelle vulgairement le capitalisme. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Un système qui vise aujourd'hui à de plus en plus être dans un rapport de prédation de toutes choses, y compris de la planète. Donc de ce point de vue-là, je suis, si vous voulez, anti-système.
Mais s'il y a des gens qui aiment le monde dans lequel ils sont, qui l'aiment, moi j'adore le monde dans lequel on vit du point de vue des êtres humains, la planète, mais je trouve que ce système économique abîme la planète. Et je pense que quand on est républicain, on ne peut pas accepter les inégalités, c'est à la pensée, à la base même d'une pensée insoumise, de gauche, appelez-la comme une dernière question là-dessus, parce que vous dites le gouvernement n'a pas entendu le message des Français. Bon, Olivier Véran, il vous renvoie cet argument. Hier, il dit cette motion de censure, c'est la négation même du vote des Français qui nous ont demandé de travailler dans le compromis. Qu'est-ce que vous lui dites ? Que ça ne veut strictement rien dire. C'est du baratin typique de la Véran. C'est quoi le compromis ? De quoi parlons-nous ? Je ne sais pas. Prenons les dossiers. Sortons de l'hyperstructure sémantique. Je suis contre la retraite à 65 ans. Je suis contre ce qu'a dit Madame Borne, qu'il faut, elle l'a dit à la tribune de l'Assemblée nationale, j'ai d'ailleurs protesté, certains ont dit « Ah, Corbière a crié », mais je n'accepterai pas un gouvernement, du moins je ne soutiendrai pas un gouvernement qui dit qu'il faut travailler plus longtemps. Alors, quand il y a tant d'inégalités, quand il y a tant de gens qui sont, notamment parmi les ouvriers, après 62 ans, qui sont déjà décédés au travail, le travail use, et nous avons la capacité, au contraire, d'imaginer un système de retraite qui revient à 60 ans. Il y a quand même des choses qui vous appellent dans ce discours, il y a des mesures sur lesquelles vous pourriez travailler, vous pourriez trouver un compromis avec le gouvernement ? Écoutez, alors comme toujours, il y a le clin d'œil qui est une opération de communication, mais je vais aller dans votre sens. Elle dit il faut aller vers un EDF 100% public. Là, on va réfléchir. Elle l'annonce, c'est quand même singulier, y compris. Là aussi, que je l'appelle singulier, c'est que moi, j'avais des collègues de En Marche à côté, ils l'ont découvert aussi quand elle l'a dit. C'est-à-dire que sur un sujet aussi important, aussi stratégique, qui mériterait qu'on travaille, de quoi parlons-nous ? Est-ce que c'est nationalisation ? Parce que là, on rentre dans des jeux subtils. On m'a dit non mais elle a pas dit nationalisation, elle a dit 100% public. Alors on va voir. Et puis y compris il y a des dettes qui ont été accumulées, 37 milliards de dettes je crois aujourd'hui par EDF. Est-ce qu'il s'agit dans quelque sorte de nationaliser les dettes et après de privatiser les profits? Marine Le Pen elle demande une mission d'information. Elle a bien raison. Vous soutenez ça? Moi je suis pour qu'on prenne l'initiative, comme toujours, comme on est d'accord avec Madame Le Pen, mais elle a raison de ce point de vue-là de dire attendez, on veut voir la vérité de la marchandise. Parce qu'on a bien compris, je l'ai vu dans le visage de Madame la Première ministre. Quand elle a dit ça, elle s'est tournée vers la gauche avec un sourire du genre « je vous ai bien eu ». Mais pardon, acceptez l'idée que nous aussi, nous ne soyons pas des gogos qui se font attraper uniquement parce qu'on nous fait une astuce. J'aimerais savoir, parce que je les connais. Je connais Madame Borne. Il suffit pas qu'ils nous disent des choses pour qu'immédiatement nous tombions sous le charme de ce qui est dit. Je veux rentrer dans le détail. Soyons concrets. Et là, on va en parler sans doute. Une inflation jamais vue, plus de 5%, les prix qui augmentent. Comment on répond à ça? C'est ça. On en parle maintenant, parce que sur ce texte pouvoir d'achat, ça c'est une vraie préoccupation des Français, c'est une inquiétude, ça sera examiné la semaine prochaine à l'Assemblée. Est-ce que là vous êtes prêts, encore une fois, à des compromis sur ce texte? Est-ce qu'il y a des mesures que vous pourriez voter, sur lesquelles vous pourriez travailler avec le gouvernement? Pardon, ne commencez pas par la discussion, est-ce que je suis prêt à des compromis? Je suis pour voter tout ce qui est favorable aux Français. Alors quoi, par exemple, dans le texte? Non mais attendez, alors justement, alors ce texte, parlons-en. Est-ce que ce dont il s'agit dans le meilleur des cas, c'est 3,5% d'augmentation, alors où l'inflation est à 5%. Nous proposons 10%, notamment sur les fonctionnaires. Par exemple, est-ce qu'on peut accepter l'idée, à l'heure où les loyers flambent, que le gouvernement accepte l'idée d'une augmentation encore des loyers, successivement à celle qui a déjà eu lieu, qui monterait jusqu'à 3,5%? Moi, je suis pour qu'on arrête là, d'ores et déjà, et qu'on prenne des mesures d'urgence, par exemple, sur ce point-là. Et ainsi de suite. Finalement, quand on fait le bilan, je vais à l'essentiel, c'est souvent des choses qui étaient déjà prévues début 2023, qui sont légèrement anticipées, du point de vue de la revalorisation, notamment, je crois, de certains minima sociaux. Donc, pour dire les choses simplement, ça vaut pas tripette. D'accord? Beaucoup de ces mesures sont dérisoires, provisoires et je dirais illusoires à l'arrivée. Autour de ce triptyque, moi je suis pour avancer si on peut y arriver et nous allons chercher à créer des majorités au sein de l'Assemblée nationale, mais comment dirais-je, sur des choses qui changent la vie vraiment, pas des choses qui ne rattrapent même pas. Parce qu'avant l'inflation, ça allait mal. Je ne sais pas si Mme Borne s'en souvient, elle doit s'en souvenir, le mouvement des Gilets jaunes, des protestations sociales. Là, ce qui est clair, c'est que le texte qui nous est proposé ne permet même pas de faire face à l'inflation. C'est-à-dire qu'il y aura de la perte de pouvoir d'achat. Mais même si vous jugez ça insuffisant, vous voterez quand même. Je vais prendre une blague, pardon. Un truc pour faire des clins d'œil parce que j'aime ça. La première chose que j'avais fait il y a 5 ans en arrivant à l'Assemblée nationale, c'est protester contre la baisse des APL. À tel point que j'avais sorti des boîtes de conserve dans l'hémicycle et j'avais reçu de la part du président un blâme, dont acte. Eh bien, figurez-vous que là, désormais, les mêmes qui ont baissé les APL proposent de légèrement les relever. C'est-à-dire c'est comme le travail de Pénélope qui refait le jour ce qu'elle a défait la nuit. Est-ce bien sérieux? À l'heure où, par exemple, là aussi pour taquiner, la baisse des APL avait été conseillée par un cabinet conseil qui s'appelait McKinsey, qu'on avait payé généreusement. Bref, vous voyez, tout ça n'est pas cohérent. Moi, je me ferai pas avoir s'il y a des petits points qui changent la vie, qui améliorent les gens, certes, mais tout ça n'est pas à la hauteur. C'est une opération de communication gouvernementale. Il y a quand même eu une relance de 20 milliards par rapport au plan initial qui a été adopté la semaine dernière. Et d'un autre côté, il y a les voyants qui sont au rouge sur la dette aussi. La quadrature du cercle.
Non mais attendez, par exemple, je crois que c'est Olivier Faure qui soulevait qu'avec l'inflation, c'est près de 57 milliards de recettes supplémentaires qui ont lieu, notamment avec la TVA. Le gouvernement vous dit va en reverser 20 milliards. Donc les chiffres ne sont pas à la hauteur de la situation. Et puis ces 20 milliards, il s'agit de les tracer exactement à qui ils profitent. Parce qu'on a vu souvent que beaucoup d'aides qui sont accordées par ce gouvernement profitent à certaines personnes qui concentre les richesses comme on l'a jamais vu. On est aujourd'hui dans une situation où les plus fortunés ont voulu, dernièrement, en période de crise, leur fortune augmenter de 236 milliards pour les principales fortunes françaises. Donc, mais là, il y a une volonté du gouvernement de cibler les plus modestes. Le chèque à la rentrée ciblera les foyers, 9 millions de foyers les plus modestes. Là, Elisabeth Borne, elle a dit aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence que le bouclier tarifaire pourrait être remplacé par des aides pour les foyers les plus modestes. Est-ce que ça, c'est une bonne chose ? Par exemple, non mais tout ça, c'est... Par exemple, est-ce qu'il est normal... Parce qu'il faut rentrer dans le détail. Si par exemple sur le prix du carburant, qui est une question qui prend tout le monde à la gorge, à tel point que la moindre véhicule, aussi petit soit-il, vous mettez 100 € quasiment à la pompe, ce qui est devenu fou. Bon, est-ce que c'est... et en même temps, le groupe Total, pour parler de lui, c'est le plus emblématique, vient de faire 16 milliards de profits, c'est du jamais vu. Est-ce que c'est à l'argent public de donner des petites aides pour compenser des accumulations pour le privé? Il y a là une logique quand on est républicain, où moi je m'excuse, mais l'argent public ne sert pas à compenser des bénéfices colossaux qui vont dans les poches des privés. Bruno Le Maire ne dit pas autre chose, il demande aux pétroliers de faire des efforts. Non mais, Bruno Le Maire... Alors attendez, non, ça c'est intéressant, parce qu'avec Bruno Le Maire, qui est vraiment l'homme sans doute le plus structuré du gouvernement, et je veux dire, donc il faut écouter sa parole, que je prends toujours au sérieux. Moi j'avais eu un débat, j'ai l'esprit d'escalier, mais sur la question des frais bancaires, avec Bruno Le Maire dans l'hémicycle, où j'étais pour plafonner les frais bancaires. Ça coûte, il y a 7 milliards d'euros que les Français payent pour des frais bancaires, c'est-à-dire toutes les petites pénalités qu'ils prennent quand on fait un chèque, etc. Bruno Le Maire m'avait dit, Monsieur Corbière, vous avez parfaitement raison, mais votre loi, je ne la soutiendrai pas, je préfère inciter les banques à baisser les frais bancaires. Ça n'a rien produit, les frais bancaires continuent d'augmenter. Là, c'est la même idée. Les incitations, on aimerait que Madame Borne qui dit aussi aux entreprises qu'il faudrait augmenter les salaires, ou la prime que certaines entreprises peuvent verser à des salaires, tout ça ne produit rien en vérité de significatif. Il faut légiférer. C'est pas que je suis un Torquemada législatif, mais parce qu'au bout d'un moment, l'incitation, il faudrait que ne produit rien, si ce n'est évidemment dans une période des effets d'aubaine aussi de certaines entreprises qui défiscalisent des choses qui étaient prévues d'augmentation de salaire, qui font moins de recettes à l'État, ou alors, que je le répète souvent, de la part de groupes qui ne font pas grand-chose. Donc je crois que l'heure est à l'action concrète, y compris à des rapports de force. Parce qu'en même temps que les Français sont en situation difficile, je répète, il y a des gens qui accumulent des richesses. Il y a des profiteurs de crise, des profiteurs de guerre, pour reprendre la terminologie du président de la République. Quand il dit « nous sommes en guerre » à l'occasion du Covid, j'observe que même pendant cette période où les Français ont fait beaucoup d'efforts, certains en ont profité pour accumuler des richesses. Moi, je suis un partagé. C'est l'objectif aussi de votre commission d'enquête sur l'inflation. Alors voilà, merci de le rappeler. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, tout de même, tous, on va faire nos courses au supermarché ou ailleurs, bref, et les prix deviennent fous. Et on entend une musique significative avec des personnalités, je ne vais pas les citer, qui disent qu'il y a des effets spéculatifs, que ces prix qui augmentent ne sont pas uniquement dus... Y compris Michel-Édouard Leclerc. Hein, voilà, vous l'avez cité, qui n'est pas, comment dirais-je, un perdreau de l'année non plus, mais qui dit des choses, qui connaît son sujet, et qui dit, là, il y a des effets spéculatifs. Eh ben moi, je suis pour que nous, les députés, nous allions au bout et au fond de cette discussion. Donc cette commission d'enquête... En auditionnant qui, pardon? Tous les acteurs, à commencer par tous les acteurs de la grande consommation, pour voir un peu. Puis il va falloir remonter un peu la filière. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand un fruit est produit par un agriculteur, qu'il nous coûte 1 €, il n'y en a que 8 centimes qui va à lui? Qui sont les différents intermédiaires? Comment ça se fait que ça coûte si cher? Qui c'est qui prend des marges? Quels sont ces effets spéculatifs, etc. On va regarder un peu ce dossier. Puis par ailleurs aussi des associations de consommateurs, en fait toute une série d'acteurs de ce secteur, on va voir. Et on va peut-être découvrir certains scandales, je ne sais pas. Je pense à un autre sujet qui arrive là sur la place. Comment ça se fait que peut-être des intérêts privés aujourd'hui sont défendus peut-être par certains acteurs politiques? On va en parler puisque vous parlez des Uber Files. Plusieurs médias, dont le journal Le Monde, ont révélé un pacte secret entre la société Uber et Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie, entre 2014 et 2016. Certaines pratiques qui étaient destinées à aider Uber à consolider ses positions en France sont pointées du doigt. Qu'est-ce que vous pensez de ces révélations? Que c'est très grave. C'est très grave. D'usage, on dit si la presse dit vrai, mais là on va considérer quand même que c'est la crème de la presse d'investigation. Donc c'est très grave l'idée que en fait M. Macron a
dans un accord, ce pacte secret avec une entreprise dérégulée. La réglementation, notamment en matière de taxi, est intervenue, a essayé de modifier notamment une décision d'un préfet, même si je pense que ce qui s'est passé à Marseille, M. Nunez dit que c'est pas le cas, mais enfin, il y a une chronologie que nous raconte la presse qui est troublante. C'est-à-dire un préfet prend une mesure qui est défavorable à l'installation d'Uber. Uber saisit M. Macron qui dit je vais m'en occuper, puis quelques jours après, le préfet modifie les choses. Enfin bon, on prend tous les éléments qui sont annoncés, c'est très grave. Voilà. Écoutez, moi j'ai une certaine idée de la République qui fait que le président ou celui qui va être président ne peut pas être un lobbyiste au service d'intérêts privés et d'une entreprise nord-américaine qui par ailleurs a plus que des délicatesses avec que ce soit les États-Unis, avec je veux dire qui cherche à contourner chaque fois les réglementations, qui même ne les respecte pas, c'est pas possible. Et là il y a quelque chose de très fort. Alors quelle leçon on tire? On vient de l'apprendre hier soir, sans aucun doute évidemment poser la question là dans les journées, je pense notamment à l'occasion lorsqu'on peut s'adresser au gouvernement, une commission d'enquête également. Il faut voir comment. Donc vous allez demander une commission d'enquête. On va en discuter avec nos amis. Pourquoi pas faire quelque chose de l'ensemble des composantes de la NUPES pour dire il faut urgemment que nous puissions faire toute la clarté là-dessus et en tirer les conséquences. Je pense que c'est une condition indispensable. Parce que les commissions d'enquête, vous avez déjà celle sur l'inflation. Alors, comme vous le savez, on peut faire des demandes de commission d'enquête. Après, il y a des droits de tirage selon les groupes, mais on peut discuter avec nos amis de voir comment on peut, comme une garde de triage. Donc, vous demandez aux autres groupes de la NUP de mettre en place cette commission d'enquête. Permettez-moi de dire, vu l'ampleur de la chose, ça peut bousculer peut-être un calendrier qu'on avait prévu. Ça nécessite une discussion politique pour ne pas le banaliser. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, et ne pas forcément faire celle sur l'inflation qui sera peut-être moins prioritaire. Ou alors qu'elle est reprise par d'autres. À ce stade, je suis. Mais juste, est-ce qu'Emmanuel Macron doit s'expliquer pour vous? Ah c'est la moindre des choses. Parce que là, vous dites, vous allez poser la question gouvernement, si j'ai bien compris. Sûr. Donc ça, évidemment, ce sera le gouvernement qui vous répondra. Est-ce que vous dites, Emmanuel Macron en personne doit s'expliquer? Écoutez, moi je pense que oui. Mais s'il ne le fait pas, on est dans l'irresponsabilité présidentielle de la Ve République dont on parlait tout à l'heure. En gros, je suis élu, je fais ce que je veux. Non, écoutez, là, on touche quand même quelque chose de dur. Je pense notamment aux chauffeurs de taxi, toute cette profession qui a été mise en concurrence, y compris aux chauffeurs d'Uber, bien souvent, parce qu'il y en a beaucoup, soi-disant que ça donnait du travail. Il faut voir la grande précarité dans laquelle ça a mis des gens, la déréglementation de beaucoup de choses. Enfin, moi, je n'accepte pas l'idée que la France doit être le terrain de jeu de ces grands groupes privés. On a bien compris que vous ne les portez pas dans votre cœur. C'est pas une question de porter dans mon cœur. Uber, une société comme celle-là, vous pensez qu'elle doit quitter le marché français? Mais moi, je ne suis pas pour ces systèmes d'auto-entrepreneurs, de gens ultra précarisés qui travaillent pendant des heures. Je pense qu'il faut de la réglementation, y compris sur cette profession. Et le modèle Uber, pour faire simple, est un modèle d'ultra précarité, d'absence de protection en vérité des salariés, qui ne produit rien de bon. Voilà, donc effectivement, je ne suis pas pour le modèle Uber, je ne suis pas pour ubériser la société, et pour le dire crûment, je ne suis pas pour qu'Uber se développe et s'installe dans le pays. Je suis pour de la réglementation, des règles équitables entre tous, des droits de protection pour les salariés, des systèmes de cotisation, etc. Ouais, enfin, quand on voit même, pardon, je suis un peu à côté de la cible parce que je repense à l'article que j'ai lu hier soir, que initialement il y avait 250 heures prévues de formation pour être chauffeur VTC Uber et que M. Macron est intervenu pour qu'il n'y ait plus que 7 heures de formation. C'est de la dégradation, y compris pour le client, pour tout le monde. Enfin, je veux dire, moi, je n'accepte pas l'idée que dans notre société, maintenant, on dit allez, en quelques heures, vous êtes formé, basta, va travailler. Autre sujet sur lequel la France Insoumise souhaite se pencher, ce sont les cabinets de conseil. Éric Coquerel souhaite une mission d'information sur les cabinets de conseil. Alors là, on ne comprend pas bien, parce que les sénateurs ont fait un travail sur ce sujet, avec une magnifique travail. Avec une proposition de loi à la clé. Du coup, demander une mission d'information, c'est pas un peu une forme de mépris pour le travail du Sénat? Non, alors, je veux dire, Éric Coquerel, ça n'est en plus, il avait fait un communiqué expliquant déjà en saluant le travail qui a été fait notamment par Eliane Assassi, et j'oublie le nom du collègue. Arnaud Bazin. Et M. Bazin, voilà, qui a posé un sujet. Eliane Assassi qui est communiste, hein? Oui, bien sûr. Non, et je crois qu'Éric, évidemment, le conçoit comme une continuité du travail qui a été fait, parce que beaucoup de pistes ont été ouvertes par la commission sénatoriale, et que la commission de l'Assemblée nationale pourrait continuer à affiner. Mais lesquels? Parce qu'il y a beaucoup de choses quand même dans ce rapport. Je vous avoue, inviter Éric Coquerel pour affiner. Non, mais voilà, lui maintenant, c'est à sa main, si je puis dire. Mais pourquoi ne pas reprendre la proposition de loi du Sénat, puisqu'il y a un texte législatif qui a été écoutez, parce que je crois qu'il y a des sujets de vérification qui devaient être faits sur des bilans depuis le travail qui a été fait au Sénat. C'est dans cet état d'esprit que les choses se sont faites, non pas pour s'opposer, au contraire, mais pour continuer ce travail qui a été fait et pour considérer aussi que l'Assemblée nationale, comment dirais-je, ne doit pas être seulement observateur admiratif de ce que fait le Sénat, mais aussi qu'on peut prendre en charge de tels dossiers. C'est pas s'opposer que de continuer ce travail qui a ouvert beaucoup de questions. Donc je crois que c'est pas faire doublon. Non. Pardon. J'avais une question sur le travail.
Vous avez vu pénurie de main-d'œuvre sur tous les fronts. On parlait de l'hôtellerie, mais pas seulement. À l'heure qu'il est, beaucoup de secteurs sont en manque de main-d'œuvre, notamment de la jeune main-d'œuvre. Comment vous l'expliquez? Comment on sort de ça? Je vais vous dire, je l'ai vécu très concrètement avec certains de mes enfants. Les rémunérations sont proposées, parfois dans des endroits où pour le transport c'est extrêmement compliqué, sur des horaires très compliqués quand des jeunes n'ont pas de moyens de transport, qui font que ça ne favorise pas aussi le fait que tous ces emplois soient pourvus. Donc c'est mal payé, vous dites c'est mal payé. Précarisé, mal payé, sur des horaires compliqués, etc. Donc ça crée pas les conditions aussi d'une grande émulation. Donc faut rentrer dans le détail. Le soi-disant discours comme quoi il y a du boulot, il suffit d'aller le chercher. Regardons concrètement où est-ce que et les conditions de rémunération de ces boulots. Voilà. Après, là, vous savez, dans la restauration, je ne veux pas faire injure à ce beau métier que de considérer souvent que les conditions de travail, les horaires vont même au-delà de ce qui est écrit sur la feuille de route ou la fiche de poste. Donc, la nouveauté, c'est qu'il n'y a pas que l'hôtellerie-restauration qui est touchée par ce manque de main-d'œuvre. Oui, écoutez, faut voir, faut rentrer dans le détail. Vous savez, beaucoup de ces soi-disant emplois non pourvus, il y a des enquêtes qui ont été montrées, sont en vérité des fiches de poste qui sont tombées en désuétude, sont en vérité des fiches de poste qui sont fort mal rédigées, sont en vérité des fiches de poste qui, par leur rémunération, créent des conditions quasi impossibles de pouvoir y répondre. Donc là, je veux dire, moi je veux bien qu'on discute sur la formation aussi des salariés, c'est très important, renforcer la formation de manière générale, la formation professionnelle en particulier, mais les employeurs aussi doivent s'interroger de pourquoi bien souvent leurs emplois ne sont pas pourvus, pour quelles raisons. Moi, je pense à une grande plateforme d'un aéroport de la région parisienne qui cherche du monde. J'en parlais enfin avec des responsables, mais il faut commencer à 5 heures du matin avec une rémunération très basse. Si vous n'avez pas de moyens de transport automobile, vous ne pouvez quasiment pas y aller. Et à l'arrivée, ils s'étonnent qu'ils ne trouvent pas du monde. Donc, il faut peut-être s'interroger sur comment on crée les conditions que les gens puissent aller travailler sans quasiment, à l'arrivée, perdre de l'argent ou être à quelques centaines d'euros. Un dernier mot sur cet entretien qu'a accordé Gérald Darmanin au Monde ce week-end que vous avez peut-être lu. Entre autres, il dit vouloir permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est de la surenchère de communication. La loi doit s'appliquer. Moi, je suis pas pour que Monsieur Darmanin, il fait des œillades à un électorat d'extrême droite. Il faut rentrer dans le détail. Chaque personne, le cas doit être examiné par la justice. Je ne sais pas de quoi on parle, de qui on parle. Il y a des gens qui sont en danger dans leur pays d'origine. Et quel que soit ce qu'on en pense, eh bien... Il n'est pas tendre avec vous dans cet entretien. Il vous met sur le même plan que le Rassemblement national. Écoutez, c'est son Il dit notamment que le discours de Mathilde Panot mercredi à l'Assemblée valait dans l'outrance celui de Marine Le Pen. Mais, vous savez, M. Darmanin, je pense qu'il a aujourd'hui un rôle de rabatteur dans le dispositif gouvernemental. Je ne sais pas si c'est très opérant. Moi, j'observe qu'il était celui à l'occasion d'un débat face à Marine Le Pen où il avait trouvé trop molle sur les questions d'immigration. Il essaie de prendre cette posture. Tout ça n'est pas sérieux. Mais pour parler, par exemple, du discours de mon amie Mathilde Panot, il faut qu'ils acceptent l'idée que nous sommes une opposition extrêmement déterminée et extrêmement fâchée, pour dire les choses, en termes politiques vis-à-vis de ce que fait ce gouvernement. Donc ces beaux messieurs qui pensent qu'ils sont le soleil autour duquel toutes les planètes doivent tourner, qu'ils sont vraiment ce qui se fait de mieux, doivent comprendre qu'il s'est passé un événement considérable qui est les élections législatives, dans lequel le parti, maintenant l'amicale de M. Darmanin, les amis du président, je ne sais pas comment l'appeler, Ensemble, Horizon, Renaissance, enfin tout ça, n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, mais ils vous disent la même chose. Ils vous disent la même chose. Ils vous disent que vous aussi, il faut que vous compreniez qu'il y a eu des élections et que vous n'avez pas gagné les élections. Ça, je l'ai compris. Mais lui, il est encore ministre. Lui était ministre avant, après. La différence avec moi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est un petit détail, je ne suis pas ministre. Lui, il est ministre avant les élections, battu dans les élections, il reste ministre. Bon, chacun appréciera. Lui, il a été élu dans sa circonscription. Oui, moi aussi, d'accord. Et alors ? Non, mais oui. Non, mais je veux dire, oui, d'accord. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il incarne, M. Darmanin, le fait que c'est la même équipe ou prou qui continue. Monsieur le maire, M. Darmanin, bon, on prend les mêmes, on recommence. Moi, ce que je veux dire, c'est faisons attention, parce que si les Français ont le sentiment, déjà qu'il y a énormément d'abstention, qu'on vote, et après ça n'a aucune conséquence, ni les hommes ou les femmes ne changent, ni la politique ne change, bon, alors après, M. Darmanin essaie d'exister. Moi, je le laisse à ses turpitudes, mais comment dirais-je, entre les deux tours, quand il s'agissait, pour M. Macron, d'être face à Mme Le Pen, le ton était plus suave, nous concernant. Et puis là, maintenant, on renvoie tout le monde dos à dos. Bon, chacun appréciera le caractère cynique à tout ça. Mais on discutera après sur les dossiers point par point, et vous allez voir qu'on va se faire entendre et on va être utile. Merci beaucoup Alexis Corbière d'avoir été notre invité ce matin et à bientôt. Merci Fabrice, on passe au Club des Territoires.
La MNT, première mutuelle santé et prévoyance des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires.